La cuisine, c'est par là. Dans l'arrière-cuisine des sciences. Dans cette nouvelle chronique, chers auditeurs, je vais tenter cette année de forcer avec vous les coffres-forts parfois bien gardés de la fabrique des sciences et d'aller regarder ce qu'il s'y passe à l'intérieur. Heureusement ou malheureusement, les scientifiques eux-mêmes sont souvent bien en peine de s'en faire une image pertinente. Pour parler, est-ce que vous savez quels muscles vous mobilisez et dans quel ordre ? En général, non. Eh bien, la recherche scientifique, c'est un peu pareil. On peut difficilement en faire et l'étudier en même temps. Certains esprits tordus, comme le mien, ont donc choisi de se consacrer spécifiquement à cette étude des sciences et des scientifiques. Ils font partie de ce champ de recherche baptisé « Histoire et philosophie des sciences », auquel on peut aussi rajouter la sociologie des sciences. Un champ un peu orphelin au milieu des sacro-saintes frontières disciplinaires de notre système d'enseignement et de recherche, mobilisant les outils de la philosophie et des sciences humaines afin de comprendre la nature et le fonctionnement des autres sciences. Pour cette première émission, j'ai choisi de revenir sur un mini-buzz qu'a connu l'histoire des sciences le mois dernier. Peut-être en avez-vous entendu parler dans l'Obs ou 20 minutes. À la fin août, une mystérieuse tablette babylonienne mathématique aurait livré des secrets vieux de 4000 ans. Bon, ok, vous me direz, v'là le buzz, quoi. Mais il est rarissime d'entendre parler dans les principaux médias d'actualité en histoire et philosophie des sciences. D'où ma surprise et l'envie de vous accompagner jeter un œil derrière le voile médiatique. Car si cette tablette exhumée des ruines de l'Empire babylonien est fascinante en elle-même, la petite promotion média qu'elle s'est offerte en fin d'été est également très intéressante pour interroger les sciences du XXIe siècle cette fois. Tout d'abord, de quoi parlons-nous ? Babylone, un nom semi-légendaire qui se perd dans les brumes de l'histoire. Il ne s'agit pas seulement du nom d'une grande ville de l'Antiquité située au bord de l'Euphrate, dans l'Irak actuel, mais aussi du nom de l'empire qu'elle contrôlait sur une grande partie du Moyen-Orient à partir du 2e millénaire avant notre ère. Toute cette histoire était totalement inconnue en Europe jusqu'au XXe siècle, mis à part quelques vagues réminiscences des récits bibliques. Mais lorsque les aventuriers, improvisés archéologues se mirent à retourner les ruines de cette région à la faveur du colonialisme européen du tournant du siècle, voilà qu'ils tombèrent sur des milliers de petites tablettes d'argile dans lesquelles des petits coins avaient été ciselés en tous sens, traçant une forme d'écriture jamais vue avant, beaucoup plus complexe que notre écriture alphabétique, mais aussi beaucoup plus abstraite que les hiéroglyphes égyptiens. Il fallut un bon demi-siècle pour percer les mystères de cette étrange écriture, réalisée à l'aide de tiges de roseau taillées en biseau, imprimées dans l'argile fraîche. À cause de ces marques en forme de clous, on l'a baptisée écriture cunéiforme. Parmi ces milliers de tablettes, certaines contenaient des sortes de tableaux de nombres, et parfois une ou deux figures géométriques. Souvent écartées comme peu intéressantes, il fallut que des historiens des maths réalisent qu'il y avait derrière ces listes de symboles kabbalistiques un trésor de connaissances arithmétiques, géométriques et astronomiques. 1500 ans avant les premiers textes scientifiques grecs. Et parmi elles, notre tablette star, Plimpton 322. Oui, du nom du premier collectionneur à l'avoir catalogué. C'est pas moi qui invente. Mais vous allez me dire, mais moi qui croyais que les Grecs avaient inventé la géométrie, Pythagore, Thalès, tout ça, on m'aurait menti. Oui, on vous a menti, un peu. Les Grecs ont apporté plein de choses aux mathématiques, mais coup de théâtre, ils sont loin de les avoir inventées. Le déchiffrement de ces tablettes mathématiques à partir des années 50 a obligé les historiens des sciences à réviser en profondeur ce récit traditionnel et à redéfinir ce que l'on pouvait entendre par maths dans l'Antiquité. Prenons le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, si on prend les carrés des deux côtés qui entourent l'angle droit, leur somme est égale au carré du troisième côté. C'est celui qu'on appelle l'hypoténuse. Ça vous permet de calculer le troisième côté d'un triangle rectangle quand vous connaissez les deux premiers. Indispensable pour faire de l'architecture ou de l'astronomie. On ne trouve nulle part l'énoncé de ce théorème chez nos savants babyloniens. Mais on a remarqué dans le tableau de nombres inscrit sur notre petite tablette Plimpton que les deux colonnes du milieu correspondaient à une liste de longueurs de côtés de triangles rectangles, en supposant que le troisième côté reste toujours égal à l'unité. S'ils n'éprouvaient pas le besoin d'exprimer en une phrase l'énoncé d'une vérité universelle, comme les théorèmes que nous avons appris à l'école, les Babyloniens connaissaient indubitablement cette relation entre les trois côtés d'un triangle rectangle. En fait, l'idée même de théorème est restée étrangère à la pensée des Babyloniens. Mais cela ne les empêcha pas de faire des recherches mathématiques très poussées en élaborant des sortes d'algorithmes, des recettes de calcul permettant de résoudre de façon systématique certaines classes de problèmes. Du type
prends ceci, fais-en un carré, enlève cela, etc., etc. Et voilà la longueur que tu cherchais. Longtemps, des gens ont prétendu que ça n'était pas vraiment des mathématiques. Et il a fallu l'essor de l'informatique à partir des années 80 pour réhabiliter ces connaissances algorithmiques. Bon, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier pour que le grand public entende parler de cette tablette Plimpton ? En fait, pas grand-chose. Ce que je viens de vous expliquer est connu des spécialistes depuis plusieurs décennies. La grande question, c'est une troisième colonne de nombres présente sur la tablette. Elle semble correspondre au rapport des carrés des deux autres, les côtés des triangles. Vous suivez ? Mais dans quel but le scribe a-t-il soigneusement noté ces calculs ? Voilà ce qui divise et passionne les historiens des maths. Pour certains, c'était un support pédagogique. Pour d'autres, une étape d'une procédure de calcul visant à résoudre des problèmes plus complexes. Et 2 mathématiciens australiens viennent de proposer une nouvelle interprétation dans la revue Historia Mathematica, faisant de cette liste une sorte de table trigonométrique. Il faudra du temps pour discuter des forces et des faiblesses de cette nouvelle interprétation. Mais il a suffi d'une communication légèrement sensationnaliste de la part de l'université australienne, reprise dans un article du Guardian, pour que des dizaines d'autres médias, tels des moines copistes, propagent l'idée que l'on venait soudain de comprendre ce qu'il y avait décrit sur cette tablette.